Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois d'octobre. J'ai pas mal lu, mais beaucoup une série, donc il y a pas mal de choses à dire. On va regarder ça ensemble. Alors j'ai lu 25 tomes ce mois-ci, ce qui est pas trop mal, hein, ce qui est quand même plutôt bien. Donc beaucoup de la même série, comme je disais avant, et on va commencer du coup par les séries découvertes. On va faire après les one-shot et les séries en cours. Donc c'est une vidéo qui sera plutôt vite pour une fois bien, j'espère, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur certains tomes. Donc voilà. Comme d'habitude, pour les nouveautés et les one-shots, il y aura le système de classification avec les petits emotes. Et puis après, comme pour chaque tome, j'essaierai de vous faire un petit spin-off pour un petit spin-off, non, un petit synopsis pour vous dire de quoi parle le manga, etc. Donc, vu qu'il y a des mangas un petit peu moins connus, de plus connus, mais vu que tout le monde ne suit peut-être pas toutes les actualités de manga, c'est toujours bien d'avoir un petit récap. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les nouveautés. Donc on commence avec Versus, le tome 1. Moi j'avais pris l'édition collector avec les jaquettes, avec leur fameuse pochette surprise. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée, sauf le fait d'avoir mis des jaquettes plus rares que d'autres. Ça c'est une moins bonne idée parce que ça vaut la cherche à la jaquette super rare, etc. Donc ça fait un peu spéculation. Donc c'est un manga qui est édité chez Pika. C'est au scénario, c'est One. Le manga c'est Muturu Azama. Et la composition, c'est Bose. Ouais, c'est ça, c'est Bose. Je sais pas ce que c'est la composition. Je sais pas ce que c'est. Alors, des fois, le scénario, je vois, le scénario, je vois, le dessin, je vois. Mais là, c'est peut-être plus, peut-être pour les décors et tout. Je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire parce que là, j'en ai aucune idée. Du coup, c'est Versus. Alors, Versus, de quoi ça parle? Malheureusement, je vais devoir spoiler le premier tome parce que tout se passe dans ce tome-là. Et je vous conseille alors soit de passer la partie synopsis parce que sinon vous n'aurez pas la surprise que moi j'ai eu parce que voilà, j'ai vu que c'était One, je me suis dit pourquoi pas, etc. De le prendre. Mais ça va vous gâcher un petit peu la surprise. C'est un peu comme Tsugai de chez Kurokawa, de Hiromu Arakawa, où tu as quelque chose qui se passe très vite dedans et c'est la petite surprise. Et si tu le sais pas, c'est trop cool. Tu as la surprise, elle est super cool. Et si tu l'as, je pense que le manga fait un petit peu l'effet, un petit peu. Vous serez. L'effet vous sera gâché, quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, là je vais parler du synopsis, donc je vais spoiler. Donc voilà. Donc déjà on passe sur un manga, c'est la Dark Fantasy. Et du coup on va suivre un monde de fantasy où dedans il va y avoir des démons et des guerriers et des guerrières qui vont se battre contre ces démons. Et ils vont choisir, il y a 47 démons, ils vont choisir 47 guerriers pour affronter ces rois démons et après tuer le big boss des démons. Sauf que l'humanité commence à être un peu dans la panade. Et du coup, c'est leur dernière chance en fait de battre un peu ces démons. Et du coup, ils y vont et tous les guerriers se font massacrer. C'est vraiment un carnage. Les 47 combats et tout, c'est vraiment un carnage ni plus ni moins. Et il va y avoir un de ces guerriers, donc celui-là, que lui, il va survivre et en s'évadant de son combat, il va tomber sur des magiciens qui, eux, en fait, ils ont réuni plusieurs magiciens qui, dans ce monde de fantasy, vont faire un espèce de cercle magique pour demander de l'aide à un univers parallèle pour dire, nous on est dans la panade, mais si un univers parallèle va pouvoir peut-être venir nous aider. Et ils font ça. Sauf que cet univers parallèle va arriver et ça va être un univers, on va dire, de science-fiction où en fait l'intelligence artificielle s'est tellement développée et commence à massacrer les humains. Et eux, ils avaient eu la même idée de créer une machine qui va chercher en fait de l'aide dans une autre dimension. C'est là où je trouve l'idée géniale de demander de l'aide dans plusieurs dimensions. Et du coup, il va y avoir d'autres univers qui vont s'additionner à tout ça. Et en fait, il va y avoir 13 univers, parce que les autres ont aussi un peu la même idée de demander de l'autre à des univers au même moment. Et en fait, tous ces univers où il va y avoir plusieurs fléaux, ils vont être tous réunis sur la même planète. Donc, il y a très peu d'humains et il y a toutes les catastrophes qui décimaient tous ces mondes, ces 13 mondes-là, qui va être au même endroit. Et là, c'est la misère, c'est la catastrophe.
Donc voilà, c'est ça le speech de base. Et c'est vrai que on va dire la découverte la découverte que tous ces mondes sont en péril et qui vont être réunis au même endroit. Donc on a un petit peu tous les humains, il y en a qui viennent par exemple d'un univers de jeu, il y a celui qui vient d'un monde où il y a des animaux, il y a un kaiju géant qui dévaste tout, ou un autre où il y a une maladie, pas de maladie, où c'est la pollution, un autre c'est un parasite, un autre où c'est, il faut que je me rappelle, où c'est la nature qui a repris ses droits. Donc voilà, il y a plein d'univers et tout, et ils se retrouvent tout ce beau monde dans le même monde. Donc voilà pour le speech de base. Ce que maintenant, moi j'en pense. Alors après, oui, ces 13 mondes les 13 mondes où il reste un peu d'humains, ils vont s'unifier pour détruire toutes ces catastrophes. C'est du basique, hein. Donc moi, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé ça bien. C'était pas non plus excellent, mais j'ai passé un bon moment. La surprise du speech, en fait, tous ces mondes où ils sont attaqués par des extraterrestres, par un kaiju, etc. C'est tous des trucs qu'on a déjà vus 1000 fois, mais tout réuni au même endroit. J'ai trouvé ça l'idée trop bien. J'ai dit ah ça c'est trop cool. C'est vraiment pour donner un petit élan, un petit élan nouveau. C'est une bonne idée. Donc voilà, j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé ça non plus très bien, non plus que c'était comment ça s'appelle, un coup de cœur, mais c'était bien cool. Je me prendrai la suite avec volontiers et hâte de voir la suite. Après, ça donne de la fantaisie, donc voilà, on voit le héros, il a un sale état, il a déjà perdu un bras, ça y va, hein, c'est un peu sanglant, etc. Donc voilà. Mais voilà, quoi en dire plus, parce qu'il n'y a pas grand chose à compter. Le dessin est bien, c'est une bonne moyenne pour ce genre de type de manga. Le pitch est très cool, c'est ce qui sauve un peu le truc. Mais bon, hâte de voir la suite parce qu'après, c'est juste ils s'unissent pour affronter des monstres. On a déjà vu ça 1000 fois. Et vu qu'on a déjà vu ça 1000 fois, donc j'ai plutôt hâte de lire le tome 2 pour voir où ça peut s'amener. Mais j'ai peur de tomber dans ce style. Voilà, on va essayer de les affronter entre eux, etc. Donc il y a moins trop d'intérêt en fait. C'est des choses qu'on a déjà vues et en mieux. Mais bon, pourquoi pas. Donc à voir pour la suite. Donc on continue avec PTSD Radio, donc nouveauté c'est que j'ai découvert ce mois-ci, de Masaki Nakayama. Hop. Et c'est édité chez Mangetsu. À l'édition, je la trouve trop cool, on a un beau bouquin bien épais, on a comment on dit ça, ça brille, ça tire le regard, ça c'est bien cool. On a aussi ça que j'ai bien aimé aussi. Hop. On a la jaquette. On a en fait le petit dessin, hop, comme ça, quand on plie les jaquettes, on a le petit dessin comme ça en couleur. C'est cool, ça rapporte rien de plus. Et là, pour faire le speech, alors, ça va être très compliqué. Parce que c'est un manga, en fait, ça va être plusieurs histoires, mais qui vont se regrouper. Et pareil que le tome précédent, je vais pas trop en parler, parce que là, je peux bien vous parler du manga sans spoiler en fait, et pour vous présenter un peu les bases. Ça va être un peu des esprits qui vont voir à droite à gauche, la fille va sentir se faire tirer les cheveux, il va y avoir un garçon qui va avoir un peu des visions, il va voir son ombre se faire attaquer, etc. Et ça va être beaucoup de choses comme ça. Donc plusieurs petites histoires comme ça, et aussi on va regrouper un peu vers la fin ces visions d'horreur, pourquoi il y a ces visions d'horreur. Mais voilà, c'est rien de bien méchant, on va dire, pour l'histoire. Du coup, alors, ce que j'en ai pensé, pareil que l'autre, c'était bien, c'était pas ultra bien, c'était pas un coup de cœur, mais c'était bien. Les petites histoires ont fait un peu l'effet. Là, je pense encore un petit peu après les avoir lues. Elles me font encore effet, elles sont encore un peu dans ma tête. Les images qu'il y a, les visages un peu terrifiantes, etc., font leur effet, mais c'est très brouillon parce qu'il faut lire d'une traite, parce que sinon tu n'as pas tous les éléments pour savoir l'histoire. Et ça, c'est plutôt compliqué parce que quand l'histoire est tout discontinue, on passe d'un temps à un autre temps, on passe du passé au futur, on revient au présent, puis après on repasse un personnage, on revoit un autre personnage dans une autre ville, etc. On revient à un temps.
vu que c'est plusieurs petites histoires sans suivre, mais qui suivent un peu quand même, faut être accroché pour lire, faut être plutôt accroché. J'ai bien aimé aussi, mais voilà, c'est pas. En fait, c'est ça, j'ai trouvé que c'était un peu du Junji Ito, mais en moins bien. Le dessin est bien, mais bah, comme je vous montre tout à l'heure, mais bon, bah voilà. Je compare ce qui n'est pas comparable, on peut pas comparer deux auteurs ensemble, mais je vais le faire quand même. Le dessin est quand même moins bien, les histoires font pas toutes mouches, tu comprends pas tout. Voilà, c'est plusieurs petits trucs comme ça. Je vous montre des planches parce que les planches, elles sont. Non, je trouve que l'idée de la mise en scène de certaines planches sont quand même assez cool. Voilà, elles font un peu mouche quand même. Hein, vraiment, les images un petit peu d'horreur font un petit peu mouche. Mais voilà, c'était bien, mais c'était pas non plus ultra transcendant. Donc, mais surtout, je m'entendais à beaucoup plus que ça parce qu'ils disaient que on attendait au Japon que c'était le truc d'horreur par excellence, machin et tout, que Mangetsu ont fait une grosse pub aussi. Je m'entendais aussi peut-être un beaucoup mieux, mais j'attends de lire quand même le tome 2. Pareil, pour me faire une meilleure idée, parce que juger sur le tome 1, c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais, voilà, on a des... Ça fait très Junji Ito, hein, le visage qui s'éclate comme ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour les nouveautés. On va passer au one shot. One shot, vu que c'est Halloween, on va continuer sur de l'horreur avec Tombe de Junji Ito chez Mangetsu. C'est leur belle édition en toc-toc. Franchement, super cool leur édition. Et Tombe, ça va être des histoires courtes. Hop. Donc cette année de 94, et ces histoires courtes, il a fait de 94 jusqu'à 97. Et pas en dire plus parce que chaque histoire sont indépendantes. Voilà, je veux pas dire un peu plus. C'est compliqué les Junji Ito de faire un résumé parce que c'est plusieurs petites histoires courtes souvent. Et à part quand c'est des regroupements d'histoires comme Suichi ou Tomie, on peut mieux expliquer. Mais là, celle-là, voilà, on a plusieurs histoires courtes et ça fait partie de ses meilleures. J'ai adoré Tombe. Franchement, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment ces histoires énormément fait mouche. Voilà, on voit les planches à Junji Ito. C'est quand même un autre niveau. Hein. Junji Ito, niveau dessin, c'est quand même exceptionnel. Hein. Et je pense que c'est là où comparé à d'autres tomes où c'était ses premiers, où c'était moins bien, là il est vraiment dans là où il dessine le mieux, je trouve. Et du coup, ces histoires font partie de ses meilleures. Et d'ailleurs, alors si vous êtes comme moi et que vous avez commencé un livre et dit ah mais j'ai déjà lu cette histoire, ah mais celle-là aussi j'ai déjà lu, ah mais ils font chier Mangetsu, ils reprennent des histoires qu'ils ont mis dans d'autres œuvres et tout. Alors c'est que vous êtes un petit peu bené comme moi. Parce que je suis retourné, vu que j'ai tous les Junji Ito, je suis retourné dans ma bibliothèque et j'ai regardé du coup ce qu'ils appellent les chefs-d'œuvre et les histoires courtes. Donc c'est des recueils où ils regroupent les meilleures histoires de Junji Ito. Et du coup, vu que dans ce recueil-là, ça fait partie de ces meilleures histoires, donc il y en a plusieurs qui sont dans les autres recueils. Donc c'est normal qu'on les ait déjà lus. Si on lit les best-of avant de lire on va dire les tomes, on va dire les recueils normaux, c'est normal qu'on tombe sur les mêmes histoires. Et je me dis, ah ouais, mais si les autres fois, ça se trouve, t'as fait pareil. Et c'est exactement ça. Je suis quasiment sûr que, vu que j'ai lu, les premiers que j'ai lu de Junji Ito, c'était ces best-of. Du coup, oui, il y a des histoires qu'on a déjà lues. C'est pour ça que si vous voulez commencer Junji Ito, c'est vrai que les chefs-d'œuvre, les histoires courtes sont très cool pour ça. Mais vous allez après dire à chaque fois que vous achetez un autre tome, c'est déjà lu, c'est déjà lu. Et c'est vrai que, précis comme moi, ça fait 2 ans que je lis du Junji Ito. Après, vous oubliez les petites histoires, vous les reprenez après un peu dans le livre. Ça fait du bien de les relire aussi. Franchement, puis c'est pas pour des petites histoires courtes d'une vingtaine de pages que ça va vous changer quelque chose au rythme des lectures. Donc voilà. Donc Junji Ito, très bien, un petit coup de cœur. J'adore toujours autant. Il y en a encore qui sortent. Ils ont annoncé pour 2025 qu'il allait avoir 2 autres tomes. Je crois Dans l'ombre et l'autre, je sais plus. Je crois que c'est marqué là. Décapité. Ouais, c'est ça. Dans l'ombre et décapité. Il va avoir aussi un autre artbook
C'est l'artbook cette fois, c'est Junji Ito avait fait une exposition à Tokyo et où il y avait un artbook, donc on aura aussi cet artbook là que Mangetsu édite, et 2 romans avec des dessins de Junji Ito dedans. Bon, alors, moi les romans par contre je les prendrai pas parce que déjà que je prends ce Jojo et que je sais que je vais pas les lire, alors Junji Ito, je sais que je les prendrai pas, puis c'est de l'horreur, etc. En horreur, j'ai lu un petit peu, en roman, j'ai lu un petit peu Stephen King, mais voilà, je préfère le lire plus en manga qu'autre chose. On va passer maintenant à Contes fabuleux de la nuit de Miyoko Miyama, chez Le Renard Doré, rue des Sèvres. Donc, hop, petite édition sympa, un peu en moyen format, avec un peu ce style un peu papier canson sur la jaquette. Et en fait, pareil, c'est comme pour Tombe de Junji Ito, je vais pas pouvoir dire grand chose parce que c'est plusieurs histoires courtes, c'est des petits contes. Et c'est des petits contes plutôt mignons. Là, on n'est pas comme dans Magica qui est édité chez Meian. C'est des contes un peu plus, on va dire, anciens où ça se finit plutôt mal. Là, au contraire, c'est plutôt des contes qui se terminent bien. C'est bien pour enfants. C'est vraiment des petites histoires qui sont bien cool. Elles sont assez divertissantes, avec un bon fond moral quand même. Hop. Donc voilà, avec ce petit dessin là. Non, franchement, c'est des petites histoires qui sont très sympathiques. Les histoires, voilà, c'est une petite morale, etc. C'est des petits contes. Vous voulez le voir comme ça, c'est des petits contes. Et moi, j'ai bien aimé. C'était pas le truc fabuleux, c'était pas non plus le coup de cœur. C'était bien. C'était juste bien. J'ai passé un bon moment. C'est mignon. C'est quelque chose que je vais garder parce que c'est un manga que peut-être quand on aura des enfants, pourquoi pas lui présenter et tout aussi parce que les histoires, elles sont cool. Non, franchement, c'est vraiment un petit manga tout tranquille. Voilà. Pas en raconter plus, hein, parce que voilà, il y a plusieurs petites histoires. Il y a une petite histoire avec une reprise du petit canard, avec le prince, avec un prince, avec un monstre, etc. Il y a plein de petites histoires comme ça. C'est juste sympathique. Et là, on va passer au gros du one shot. Et gros, il est gros. C'est Lady Snowblood de Kazuo Kamimura et Kazuo Koike. Donc grosse pavasse. Avec cette couverture un peu pêche, la texture un peu douce. Donc Lady Snowblood, ça raconte quoi? Et après je parlerai d'autre chose. Lady Snowblood, déjà le synopsis, on va suivre, ça va être du manga samouraï, mais plus côté assassin, mais c'est l'époque un peu des samouraïs, etc. Et on va suivre une tueuse à gages qui va vouloir faire des contrats, et puis après il y a tout un précepte avec une histoire de vengeance, où en fait elle est née dans une prison, où sa mère lui dit bah, tu me mangeras, mais elle meurt un peu après, donc elle est élevée un peu dans la prison et elle doit elle est élevée comme une guerrière pour venger sa mère qui a été retrouvée dans la prison. Maintenant je vais parler un peu des auteurs déjà. Kazuo Koike et Kazuo Kamimura, c'est des grands du mangaka. C'est des grands mangaka, dans le monde du manga et c'est quand même des bons auteurs. Il y en a, alors je ne me rappelle plus qui font quoi parce que les deux s'appellent Kazuo, donc il y en a un, il a fait Lone Wolf and Cub par exemple. Ils ont été les Tento, donc les maîtres en mangaka par exemple de Jiro Taniguchi, de Hara, celui qui fait Okoto no Ken, Ken le survivant, du mangaka de Parasite, la mangaka de Ranma Demi. Voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas Jojo Todo. Donc c'est quand même des bons mangaka. Et c'est un manga qui date des années 70. Alors je peux pas avoir les images, voilà. On a quand même un dessin qui est beau, très beau même. Cette vieille patte à tout à l'encre noire, elle est géniale. Hop. Alors c'est une bricasse qui fait 400 pages, donc si vous attendez que le dos craque, c'est un peu normal. Il est déjà craqué un dos, hein. De toute façon, quand je l'ai lu, j'étais un peu obligé. C'est un peu le défaut de cette édition, c'est trop gros. Faire 2 tomes, ça aurait été cool, mais est-ce que ça serait vendu ou pas? Hop. Voilà, pour les images. Ce manga aussi a la particularité, vu un peu les couleurs aussi, de dire que c'est le manga qui a fait que Tarantino s'en a inspiré pour faire Kill Bill. Oui et non. Parce que moi je suis curieux, donc j'ai voulu regarder. Quand j'ai commencé à lire, je dis oui, il y a des similarités, etc. C'est fort probable, mais je voulais quand même aller plus loin. Et c'est vrai que
j'ai voulu regarder des passages, je trouvais que Tarantino dise qu'il a été inspiré par ce manga. Et c'est vrai qu'à part dans son film où il y a toute une séquence d'animation, c'est pour Uchi, l'actrice qui joue, comment elle s'appelle, le personnage joué par l'actrice, j'ai bouffé son nom, ça me reviendra après. Et du coup, tu as tout ce personnage où tu as vraiment le truc de vengeance, qui est entraîné pour tuer, etc. Donc tu as vraiment ce passage qui est vraiment dans le manga. Mais Tarantino ne dit jamais ouvertement qu'il a lu Lady Snowblood pour faire son film, et il n'aurait pas pu. Parce que le manga aux États-Unis a été édité en 2005 et le film Kill Bill est sorti en 2003. Donc déjà, bah, il n'a pas pu lire le manga, à part s'il sait lire japonais, hein, ça par contre. Mais voilà, comme on n'a pas de preuves, j'essaie de remonter tout. Par contre, il y a un film, Lady Snowblood, qui est sorti en 72. Nanana. Voilà, le manga au Japon est sorti en 72, mais il y a eu un film qui est sorti en 73 ou 74 au Japon. Par contre, là, Tarantino a pu voir le film, et je pense que c'est plus ça. Il a vu le film, qui est de 73 ou 74, et qui s'en a inspiré pour faire Kill Bill. Donc c'est pour ça que je dis, il s'en a inspiré, oui, mais pas du manga, c'est du film qui est inspiré du manga. C'est compliqué, mais moi j'aime bien quand ce soit carré. Même si je ne le suis pas, j'aime bien, quand j'ai des informations, j'aime bien avoir toutes les pièces du puzzle. Donc voilà, donc vous savez que le manga, Tarantino l'a sûrement jamais lu. Pour finir, ce que j'en ai pensé, déjà à prendre en compte, je n'aime pas les mangas de samouraï. J'en ai vu beaucoup en moment, je trouve que c'est toujours la même chose. En plus, quand ça parle du Deimos, du machin, du Shogun, du truc, je m'y perds tous les dates, etc. Ça chevauche, je sais jamais trop ce qui s'est passé à l'ère Edo, l'ère Meiji, l'ère machin. Moi, c'est quelque chose que l'historique samouraï, je n'aime pas ça, je me perds trop. Je préfère mieux les films de samouraï. D'ailleurs, j'aime beaucoup de films de samouraï, mais les mangas de samouraï, il y a trop d'informations pour ce que ça veut raconter à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et lui, ben, c'est une expression qui confirme la règle, hein. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très bon. Il a des défauts, hein. Beaucoup de scènes. Alors, je peux pas tout montrer à chaque fois que je regarde un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nus, de sexe, de viol, etc. C'est quand même une époque où c'était très... même là, je viens de voir, il y a même du suicide. C'est quand même très, très violent. Mais voilà, tu as des planches magnifiques. L'histoire est bien racontée, même beaucoup, des fois, ça traîne en longueur. Parce que quand elle tue, vu que c'est une tueuse à gages, quand elle tue certaines personnes, tu t'en fous un peu. Mais toute l'histoire d'engeance et tout, il y a quand même pas mal de choses qui... Ça raconte des choses, quoi. Ça touche. Puis il y a une époque aussi, ça raconte aussi quand le Japon devait un peu aussi s'ouvrir à l'Occident. Ça aussi, cette période, elle me parle plus. Et du coup, il y a quand même des choses... il y a quand même des choses niveau historique qui me parlent un peu mieux et que j'ai beaucoup mieux aimé que comparé à d'autres récits de samouraï. Donc j'ai trouvé ça très bon. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé ça excellent. C'était très très bien. Les dessins, encore une fois, les dessins, c'est cette patte à l'ancienne, c'est somptueux, j'adore. Donc voilà, ceux qui aiment bien les mangas samouraï, comme surtout le Novel Fan Club, vu qu'il y a le même, je sais pas si c'est le même dessinateur ou même scénariste, mais je pense que vous pouvez aimer. C'est une bricasse quand même, hein. C'est une bricasse à 30 €, mais vous avez une histoire complète à 30 €, c'est pas facile à lire, l'édition, mais ça fait comme le taf pour ce que c'est. Vous allez passer sûrement un bon moment. C'est un bon manga historique de samouraï, franchement très très sympathique. J'ai beaucoup aimé. Fini avec les one-shots, donc on va s'attaquer aux séries en cours. Et là, du coup, il n'y aura pas de système d'emoji parce que c'est très compliqué de juger une série qui est en cours. C'est facile pour juger un tome 1. Un one-shot, c'est facile aussi, mais un tome d'une série en cours, d'un tome en cours, moi, j'y arrive pas. Donc, ceux qui arrivent, je vous félicite parce que moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, hein, mais c'est trop compliqué pour prendre un tome par tome, pour tout décortiquer, c'est compliqué. Voilà, donc on va attaquer par les séries en cours et on va attaquer par un gros bébé. Alors, j'ai lu
du tome 22 et j'ai mis à l'envers jusqu'au tome 34 de My Hero Academia. J'y repose parce que je fais tout tomber depuis tout à l'heure. Je vais en prendre qu'un, je vais prendre le numéro 22. Donc du coup My Hero Academia de Kohei Okishi chez Kiyun. Hop, voilà. My Hero Academia, on va suivre Izuku Midoriya qui est né dans une population, dans un monde où 80%, 95%, je ne sais plus, de personnes ont des super pouvoirs et lui il n'y en a pas. Mais son rêve c'est d'être un super héros et quand tu n'as pas de pouvoir, bah, c'est compliqué. Donc il va rencontrer All Might qui est le numéro 1 du Japon, qui est le symbole de la paix et que bah, suite à une petite aventure, All Might va pouvoir lui transférer en fait ses pouvoirs et Izuku Midoriya va pouvoir réaliser son souhait, c'est d'aller à UA qui est une académie de héros et il va pouvoir essayer de devenir le meilleur des héros. Donc voilà pour le speech de base et ce que j'en pense, moi c'est toujours très bonne lecture. Hein. C'est, je pense, alors j'aime pas trop utiliser ce mot-là, shonen, mais c'est ce que les gens regroupent mieux dans leur tête. Mais pour genre de manga avec un peu de fantaisie, dans un monde de super-héros et tout, c'est excellent. C'est l'un des meilleurs qui va se finir du coup l'année prochaine en France, mais qui est fini du coup au Japon depuis août. Donc voilà, ça va être fini en 42 tomes. Et du coup, non, c'est excellent. Les thèmes abordés sont facilement... Tu les comprends assez facilement quand même. Mais il y a quand même de bons sujets à adopter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux dire dessus? Non, il y a de l'action, ça sert à reprendre son souffle. Non, comment ça s'appelle? Les arcs sont cool. Là, du coup, bah, avec le tome 34, bah, on attaque le dernier arc. Donc l'arc final du manga. Non, pour l'instant, là je suis en train encore d'en lire, mais voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup, il y a plein de personnages, plein de héros en couleur, on a un dessin qui est assez sympathique, surtout le mangaka il explique que bah, il fait pas trop numérique, il en fait un peu, mais moins, pas trop ça, il a dû beaucoup s'y mettre, après c'était par rapport au Covid. Il explique aussi dans ses phases que quand il y avait un grand combat à la fin, il disait bah, si son manga commence à se souffler, il disait que bah, les grands combats, il pouvait dire voilà, bah, il y a eu ce grand combat, je peux terminer mon histoire comme ça. Il avait toujours une petite porte ouverte, vu qu'ils sont dans le Shonen Jump, et le Shonen Jump, bah, tu sais pas trop quand ton manga s'arrête, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc il a laissé plein de portes ouvertes, etc. Il disait qu'il arriverait toujours à tomber sur ses pattes, et ce qui est cool, car tu vois que bah, l'histoire, elle a tout son sens, mais t'as pas trop de trucs qui te mettent super en arrière, savoir ce que ça va être, et t'es obligé d'attendre 40 tomes. Un One Piece. Voilà. Donc il y a des... je sais plus comment on appelle ça. Il y a des clés qui sont mis, il y a des petits trucs qui sont mis un petit peu au début et que tu retrouves 10 tomes plus tard. Mais si tu n'avais pas les réponses, c'était pas trop grave non plus. Il y a ça aussi. Mais c'est cool de les avoir. Du coup, bah, il a pu le faire, donc c'est super cool. Donc voilà. Donc My Hero Academia, j'aime beaucoup. Pour dire, je passe un très bon moment. J'ai hâte aussi que ça soit terminé pour connaître la fin. Je ne lirai pas la fin en scan parce que voilà, maintenant j'ai quasiment tous les tomes. Il m'en manque 2 là pour être complètement à jour et il y en a un autre qui sort, je crois que c'est le 40 qui sort là bientôt en novembre là. Donc et après il en restera 2. Il y en a un qui sort en février je crois et l'autre il va sortir le 42, il va sûrement suivre. Ça va être sûrement en début d'été l'année prochaine. En espérant qu'il me fasse un petit truc quand même pour la fin de My Hero Academia, peut-être un collector ou alors une fête, un truc comme ça, un événement. Ça serait cool parce que le manga le mérite. C'est vraiment un des meilleurs shonen du moment. Donc, n'hésite pas à dire shonen. Parce que c'est pour shonen au Japon, c'est pour dire c'est pour un public adolescent. Donc c'est vraiment pour un manga de fantasy ou fantastique, je sais jamais la différence. C'est très beau, voilà. On continue avec les suites. Today's Burger, le tome 6, petit manga de burger. Donc c'est de Umutaro Setani et de Rei Hanagata chez Soleil Manga, leur collection gourmet. Hein. Et du coup, on va avoir, comment il s'appelle déjà? C'est Satoshi. Satoshi qui va ouvrir son restaurant à burger et il va avoir moult personnes qui vont vouloir lui demander des burgers un petit peu spéciaux et lui, il va les cuisiner à chaque fois. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il va vouloir faire des projets, etc. Il y a aussi des fois
toute une histoire avec son ancienne boîte qui voulait le récupérer. Ça, c'était un petit peu au début, c'était dans les 2-3 premiers tomes. Mais voilà, c'est du tranche de vie autour du burger. Et tous ces personnages sont en fait attachants, ils ont leurs problèmes, que ce soit même amoureux, même dans le monde du travail. Il y a plein d'histoires. Il y a... Là, je vous montrais parce que ça parlait de fromage français. Et il parlait de fromage bleu, etc. Je fais, ah, ils vont parler peut-être du fromage qui est versé chez nous, la fourme, etc. Parce que vu qu'on est d'Auvergne, donc on a la fourme d'Ambert, la fourme de Dissingeau, de Montbrison. Donc, je dis, ah, ils vont parler de fourme et tout. Et non, c'était du Bresse bleu, le fromage industriel. J'étais dégoûté. Mais voilà, ça parle de fromage français. Voilà, ça parle plein de choses. J'en rigole encore parce que je dis, ah, ils vont parler de la fourme et tout. En plus, ils mettaient un petit peu le suspense dessus. Tu fais, bon, c'est du Bresse bleu. Voilà, voilà quoi. Ça m'a beaucoup fait rire. Surtout que le fromage en France, on a un paquet qui sont 10 fois meilleurs. Et j'aime beaucoup le fromage. Donc on continue aussi avec les suites, avec toujours un manga de bouffe, allez, avec Ramen Akaneko, le tome 3 de Angaman. Et voilà. Ramen Akaneko, ça va parler d'un restaurant de ramen qui est tenu par des chats et une humaine qui va venir les aider travailler. Elle avait un poste, comment on appelle ça, un poste de bureau, elle était salary woman. Et elle va se retrouver à faire les nouilles, à enlever les poils de chat pour pas qu'ils se retrouvent dans la soupe, ce genre de choses. Et il y a plein de petites histoires comme ça, et c'est pareil, c'est du tranche de vie. Et on a plein de petites histoires. Le dessin, il peut paraître pas si ouf que ça, mais je trouve qu'il va très bien avec ce côté un peu mignon. Là, par exemple, on a le chat noir qui est fan, ce petit chat noir là qui est fan de jeux vidéo. Qui a toute une histoire aussi avec parce qu'il sait mal lire donc il comprend pas tout. Il y a plein de petits sujets aussi abordés qui sont assez cool, mais ça reste très léger. Mais voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup, que voilà, je prends toujours un plaisir à lire parce que bah déjà il y a des chats et puis ça parle de bouffe, ça parle de nouilles, etc. Mais même si le restaurant nouilles et tout est en arrière-plan, c'est plus l'interaction qu'il y a dans le restaurant. En fait, je remarque, maintenant que j'en parle là tout de suite, ce que j'aime bien, c'est en fait les interactions qu'il y a dans les restaurants, les trucs comme ça, j'ai l'impression. Parce que j'aime beaucoup, par exemple, la cantine de minuit, alors même si ça parle de bouffe. Mais Today's Burger, c'est vraiment l'interaction avec les clients qui me plaît bien. Là aussi, c'est plus ça qui est vachement sympa dans le tranche de vie au niveau restaurant. On continue avec Spy Family, le tome 13. Donc, pareil, on avait pris le collector de Tatsuya Endo chez Kurokawa. En fait, Spy Family, on va suivre l'histoire d'un espion qui va devoir se renseigner sur une personne, mais sur cette personne, elle se montre que dans des, on va dire des galas ou des sorties, mais qui a un lieu avec une école. Donc, il va devoir se créer une fausse famille, donc avoir une petite fille et une femme pour en fait infiltrer l'école et du coup se rapprocher de cette personne et lui tirer des informations. Voilà, c'est le speech de base, c'est ça. Et du coup, on va suivre, c'est Anya, qui est à l'école, qui elle, a le pouvoir de lire dans les pensées. Du coup, le père, c'est un espion, et sa femme, du coup, c'est une tueuse à gages. Donc, tout ce petit monde va faire beaucoup de dégâts. Et aussi, il y a un chien aussi qui peut voir le futur aussi. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments. Et tout ce petit monde ça va être un très bon manga de comédie. Donc on va bien rire, il y a un peu d'action, je vois qu'il y a le frère qui est complètement déjanté, le chien qui est rigolo aussi. Voilà, c'est un manga assez mignon, assez enfantin, ça te prend pas la tête, c'est très sympathique aussi. Il y a une histoire en plus dans ce tome-là avec des personnes âgées qui est très cool. Ça prend son temps, peut-être un petit peu trop, mais ça s'est quand même accéléré vu les deux ou trois derniers tomes. Il faudrait que ça continue à s'accélérer parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu encore des histoires qui n'avancent pas trop l'histoire. Malgré que ça soit mignon, ça avance pas l'histoire. Donc, à voir. Mais j'aime beaucoup autant. Hein. J'aimerais que ça aille plus vite. Mais voilà, c'est pour y aller. Mais après, voilà, c'est un petit manga que tu lis comme ça, c'est pas prise de tête. Tu lis pour l'histoire, oui, quand même, parce que tu as envie de savoir ce que va faire Anya, etc., comment elle va voir ses
ses étoiles pour parmi les plus bons élèves pour qu'après il puisse aller dans ces fameux galas d'élèves exceptionnels, etc. Donc, t'as envie de quand même bien savoir la suite. On continue avec Blue Giant, le tome 5 et le tome 6. Donc, c'est de Ichizuka Shinochi. Et voilà. Ichizuka Shinochi. Ouais, c'est ça. Non, j'ai eu un bug. Édité chez Glénat. Il y avait longtemps que j'en avais pas lu du Blue Giant. Parce que le tome 5 était en. Comment. Out of stock. Je sais plus, il n'y en avait plus imprimé, quoi. Je ne retrouve pas le mot, mais voilà. Il y en avait plus qui étaient d'imprimé. Ils ont refait une impression, Glénat. Et du coup, bah, vous pouvez retrouver à prix normal le tome 5. C'est pour ça que je vous ai dit d'attendre pour Blue Giant si vous étiez comme moi bloqué au tome 5. Et voilà, puis là, je pense que le mois prochain, je vais prendre les 4 tomes qui me restent parce que à chaque fois que je le lis, c'est trop bien. On va suivre Dai Miyamoto qui va découvrir au lycée le jazz et va du coup commencer à vouloir apprendre à jouer du saxophone. Et après, bah, en voulant jouer du saxophone, il veut devenir le meilleur saxophoniste en jazz du Japon. Et bah, du coup, il va, après ses études, aller à Tokyo et commencer à essayer de vivre de sa passion. Les couvertures, je me suis posé la question et j'ai l'impression que les couvertures sont par rapport à des jaquettes de vinyle de grands groupes de jazz parce que bah, quand je lis, j'aime bien mettre une playlist de jazz parce que du coup il y a du jazz. Alors il y a du jazz où c'est beaucoup d'impro, où c'est un peu cacophonique, mais il y a beaucoup de musique de jazz qu'on écoute un petit peu, on va dire un petit peu normal. Et par exemple, il y a beaucoup de George Michael, par exemple, en a fait un peu, voilà. Donc il y a un peu du jazz qui est plus pour les néophytes, on va dire. Donc qui casse un petit peu moins les oreilles, même si... non, bah après chacun aime ce qu'il veut, mais je trouve que quand il y a beaucoup de solos que j'essaie d'écouter dans le jazz, voilà, bah ça fait brouillon, je trouve. Mais voilà, j'en écoute quand même du jazz en écoutant, en regardant le manga et c'est trop bien. Peu qu'on sait, les émotions avec juste ses dessins, etc., c'est juste trop cool. C'est un excellent manga, j'adore. Franchement, c'est juste trop bien. Donc voilà, je vais le finir, je reviens à la caméra parce que je chute à pas me dire « Ouais, t'es toujours en train de parler hors cadre !» Donc voilà, je relis, donc c'est un excellent manga, j'adore autant. Et puis mois prochain, je vais en parler. Je vais en parler parce que je vais prendre les dames. Ocean Rush, le tome 6 de John Tarashine, et c'est chez Akata. Donc c'est une dame qui va, après le décès de son mari, va vouloir faire des études de cinéma. Suite à la rencontre d'un jeune homme, et puis en fait on va suivre, c'est du tranche de vie, donc on va suivre toute cette partie de ses amitiés avec des petits jeunes, de vouloir réussir son rêve. Donc il y aura tout un peu cette petite partie, voilà, c'est du tranche de vie. J'aime bien, je trouve que ça commence un peu à traîner là au bout du 6e tome. Ça raconte plus grand chose. Alors on est sur la 2e année de la grand-mère, donc c'est en 3 ans, donc sur 3 tomes, donc si ça se trouve en 10 tomes, ça sera peut-être bientôt terminé. Mais voilà. Donc voilà, hâte aussi que ça que ça aille un petit peu plus loin, que ça aille plus vite. Donc voilà. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Hein. J'aime toujours bien cette histoire. Hein. C'est du tranche de vie. On continue avec Mangetsu, tiens. She Was Not a Guy de Sumiko Arai, le tome 2. Donc c'est l'histoire de deux lycéennes. Il y en a les deux sont tous les deux fans de rock. Et celle-là va un jour entrer chez un disquaire et elle va tomber amoureuse du vendeur de disquaire. Et puis il va avoir les mêmes groupes, les mêmes goûts musicaux de rock. Et il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Sauf que le disquaire, elle ne le sait pas, elle croit que c'est un homme, mais en fait c'est sa copine de lycée qui est juste là. Et qui elle est plutôt timide, et elle voulait pas trop que ça se sache, etc. Qu'elles sont amoureux. Et puis on va voir tout ce développement en fait d'amour qui commence à venir. Et c'est très bien. Voilà, donc on a tous cette mise en page encore, pareil que dans le tome 1, de cette couleur verte
qui est, je trouve, trop cool. Quand tu lis le manga, je trouve que c'est trop bien, toute cette couleur, etc. J'aime beaucoup la direction artistique pour la couleur. Quoi d'autre? On suit encore l'histoire hein, d'amoureux, c'est trop chou, c'est super bien. J'ai beaucoup aimé le tome 2 aussi. J'avais beaucoup aimé le tome. Alors j'ai beaucoup aimé le tome 2, j'avais beaucoup aimé déjà le tome 1, donc ça continue sur la même ligne. Donc c'est très bien. Allez, on finit avec Osamu Tezuka. Donc c'est chez Kana et surtout bah, c'est Astro Boy de Osamu Tezuka. L'édition, on va, avant de faire le pitch, l'édition, il n'y a plus de pages couleurs, il y en avait plein avant. Il y avait beaucoup de pages couleurs et là on en a quasiment plus. Avant tu avais quasiment un ou deux chapitres, même je dis des chapitres mais même histoire avec des pages couleurs. Et là bah tu n'en as quasiment plus. Donc je trouve ça dommage. Et je crois que j'ai le tome 7 aussi. Donc j'ai le dernier tome aussi. Je crois que c'est pareil aussi. Il y a quasiment plus de pages couleurs. Donc je trouve ça dommage parce que c'était cool d'avoir des pages couleurs. Voilà. Et du coup, on va suivre Astro Boy, qui est un jeune, qui est un petit robot, qui est un or. J'ai évité de faire toute la péripétie, mais c'est être un robot qui va être créé suite au décès de son fils. Le chercheur, il va voir son fils qui est traversé par un bus et il va faire un robot à son effigie qui est Astro Boy. Et Astro Boy va du coup, et en fait le robot, le meilleur robot du Japon entre guillemets. Et du coup, il va sauver, dès qu'il y a des problèmes, il va sauver les gens. Toujours très bien. J'adore toujours autant les histoires qu'il y a eu. Elles sont toujours super touchantes. Les choses que ça aborde sont cool. Là, peut-être un petit peu moins. Je suis en train de me rappeler. Ah si, il y a l'histoire là avec le robot bombe, l'enfant robot bombe c'était super cool. On a un dessin à l'ancienne, hein, c'est du Osamu Tezuka. Mais le découpage et tout est trop cool, il y a plein de bonnes idées, c'est vraiment... c'est fou de dire que ça c'est quand même... on va voir, hein. Hop. C'est de 1952, c'est fou comme... c'est bien encore pour son époque, quoi. Donc ça a 60, ouais, ça a 70 ans, ça a un peu plus de 70 ans, c'est fou comme c'est super bien encore, c'est trop bien, les valeurs que ça veut t'inculquer et tout sont bien amenées. C'est super chouette. Franchement, Astro Boy, moi ça a été un bon coup de cœur. Hein. J'ai adoré Astro Boy. J'attends de finir. Il me reste un tome. Et puis de toute façon, même si le dernier tome n'est pas super ouf, j'ai tellement adoré les 6 autres avant. Je suis quasiment sûr qu'on vous mettra le cœur en haut. Donc voilà. Fini pour la partie bilan. Voilà, bilan un petit peu plus court parce que bah, du coup même si j'ai bien lu, je vous ai quand même mis des mangas que j'avais lus d'avant pour vu que l'autre c'était un gros bilan bah, pour faire un peu plus petit et je pense qu'on va rester sur un bilan comme ça dès que j'ai à peu près une trentaine de mangas de vous le faire. Bon, alors là une trentaine de mangas non mais une dizaine on va dire, une dizaine de séries différentes, ça fait un peu moins, je pense un peu moins digeste pour vous. Et même pour moi, parce que du coup, là, on est vers la fin, je perds beaucoup mieux mes mots. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, ce petit bilan. Pareil, si vous avez eu des petits coups de cœur, des choses comme ça, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires, parce que bah, j'aime bien savoir. Et après, j'ai mis aussi dans mes envies, quand je me renseigne auprès des mangas que vous avez bien aimés. Donc n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!